suite, Destination Moselle vous emmène à la découverte de la plus belle gare de France à Metz, une plongée dans une histoire passionnante et pleine de mystères. Partez à la découverte de l'histoire mosellane avec Moselle Attractivité. Véritable bijou d'architecture de style néo-roman rhénan, la gare de Metz est la clé de voûte d'un quartier sorti de terre en quelques dizaines d'années seulement. Au début du XXe siècle, à l'époque de la première annexion allemande. Longue de quelques 300 mètres et haute de plus de 40, cette gare regorge de lieux méconnus dont certains sont fermés au public. Aujourd'hui, Destination Moselle vous ouvre les portes de cet élément phare du patrimoine messin qui participe indéniablement à la fierté de la ville. Et pour répondre à toutes mes questions, j'ai rendez-vous avec Sophie Delange. Bonjour Sophie. Bonjour Tim. Aujourd'hui, on va voir avec vous cette gare de Metz, et ça tombe bien puisque vous êtes guide à l'agence Inspire Metz. La gare de Metz, c'est quand même un des patrimoines les plus importants ici à Metz et en Moselle. Un patrimoine très important. Il faut dire aussi que la gare de Metz a été élue pour la 3e année la plus belle gare de France. Et c'est mérité. Et comme on va le découvrir ensemble, c'est amplement mérité. Alors cette gare, elle a été construite entre 1905 et 1908, donc à l'époque de l'annexion allemande. Et elle est vraiment le pivot, enfin le point central de la nouvelle ville, de ce qu'on peut appeler aussi Die Neue Stadt, qui sera construite à partir de 1901 au sud du cœur historique de Metz et qui va quasiment doubler la superficie de la ville. Donc, c'est ce que j'allais dire. En fin de compte, quand la ville, la Moselle est annexée, quand la ville est annexée, au début, il y a quelques transformations. On construit déjà une autre gare, faut le savoir. Il y a une gare avant celle-ci. Absolument. Alors déjà, à l'époque, avant que Metz appartienne à l'Empire allemand, dès 1850, on a une gare qui s'appelle le débarcadère, qui est en emplacement, voilà, qui est fait en bois, ensuite en galandage. C'est-à-dire qu'on est sur une zone non edificandi, sur un terrain militaire en dehors des remparts, donc on ne peut pas construire en dur. Cette gare doit pouvoir être démontée très rapidement en cas de conflit armé. D'accord. Et cette gare, ensuite, elle a été effectivement reconstruite sous Guillaume Ier en 1878 par un architecte qui s'appelle Jacob Stahl. Et c'est toujours le monument que l'on peut voir aujourd'hui, place du Roi Georges. Et alors pourquoi est-ce que Guillaume II veut construire une autre gare ici, donc dans cette gare dans laquelle nous nous trouvons ? Eh bien parce que cette gare, comme je vous le disais, est une gare en cul-de-sac. Elle ne possède que 4 voies. Donc elle ne va pas correspondre au plan stratégique du Reich. Alors en effet, le stratège von Schlieffen va faire un plan militaire dans lequel Metz va être le pivot central. Et en fait, il va falloir en moins de 24 heures que les troupes puissent aller du front ouest vers le front est. Donc la gare de Metz doit être capable de transporter à peu près 25 000 hommes et tout leur équipement, que ce soit les chevaux, l'artillerie, etc., en moins de 24 heures. Oui. Donc dans ce but, il faut une gare gigantesque. La gare de Metz, elle fait 300 mètres de long, elle a plus de 12 quais. Enfin, on verra ensemble qu'elle est faite également pour les voyageurs, pour les employés. Le concours qui est lancé en 1901, c'est Jürgen Kroger, un Berlinois, qui va le gagner. Et son projet s'appelle Licht und Luft, air et lumière. Donc ça correspond bien un petit peu aux thèses hygiénistes du début du siècle, où on amène justement la salubrité, l'air, le confort et toute la modernité dans ce bâtiment qui, malgré ses airs d'église ou de cathédrale romane, eh bien, est très moderne et très fonctionnel pour l'époque. Eh bien, je propose qu'on aille découvrir ça. Allons-y. Ouais. Je crois que c'est la salle des pas perdus, c'est ça ? Allez, on y va. On y va. Mais avant de rejoindre les surprises qui nous attendent dans cette salle des pas perdus, revenons un peu sur ce concours organisé en 1901. Ouvert uniquement aux architectes allemands, il était pourvu d'un cahier des charges très précis. Bâtiments de service, locaux techniques, sans passage à niveau,
mais aussi avec des salles réservées à l'empereur et à ses invités. 19 projets seront examinés, et finalement, c'est donc le Berlinois Jürgen Kroger qui remporte ce concours. Mais une autre histoire accompagne la genèse de cet édifice. En effet, en ce début du XXe siècle, les intellectuels allemands qui s'intéressent à l'histoire de la ville nouvellement annexée savent que l'emplacement du futur édifice renferme les vestiges de l'ancien amphithéâtre gallo-romain de Divo-du-Rhum. Ils demandent donc l'autorisation aux autorités impériales de procéder à des fouilles archéologiques. L'autorisation accordée leur permettra de redessiner les plans et l'élévation de cette construction antique. Et preuve de l'intérêt que porte l'empereur à ces fouilles archéologiques, cette photo qui montre Guillaume II rendant visite aux archéologues. La construction de la gare débute quelques mois plus tard et afin de stabiliser le terrain, des centaines de pilotis en béton armé sont installés avant de créer les fondations de la nouvelle gare de Metz. Allez, repartons maintenant avec Sophie à la découverte de la salle des pas perdus. Donc nous voici dans cette salle des pas perdus, mais c'est un couloir finalement. Oui, c'est une galerie qui relie le hall départ du hall des arrivées. Et on trouvait ici des espaces pour les voyageurs. Alors on avait par exemple les différents buffets. À cette époque-là, il y avait des buffets première et deuxième classe et des buffets troisième classe, en fonction du rang social. Donc il n'y avait pas que dans les wagons qu'on était séparés, exactement. Y compris dans la gare. Oui, absolument. Ah oui, quand même. On y trouve également des salles d'attente, là aussi des salles d'attente fumeurs, non-fumeurs pour les femmes. Ouais. On y trouvait, on le verra un peu plus loin, un salon de coiffure. Et un barbier également. Avant que la poste ne soit construite, eh bien, il y avait un bureau de poste, un bureau des télégraphes. Qui a fermé en 1911, si je Oui, quand la poste centrale est inaugurée en 1911. On a le bureau des douaniers. Ah oui, c'est du beau dessin. Oui, c'est plus que du dessin. Donc là, voilà, c'est précis. Alors on voit le voyageur, le douanier en tenue d'époque. Mais alors quand on a un bas-relief, ça veut dire que là, par exemple, pour les douanes, ça se trouvait ici. Exactement. On était toujours le chapiteau sculpté. Le bureau était ici. D'accord. Oui. Donc là, c'était les douanes. C'était les douanes. On peut voir également les différents moyens de transport de l'époque. C'est vrai que le train, les chemins. Là. Alors là, on a un bateau à vapeur, un paquebot. C'est vrai que les chemins de fer vont révolutionner le transport au 19e siècle. Alors justement, quand est-ce qu'ils arrivent ces chemins de fer? On oublie un petit peu ça. En France, ils arrivent en 1828, très précisément. C'est les premières lignes, 1828. Et puis à Metz, un peu plus tardivement, il faut savoir qu'à l'époque, pour faire Metz-Nancy, on mettait à peu près 1h45. Ah oui. C'était quand même... c'est plus long qu'aujourd'hui, mais ça paraît quand même assez rapide. Si on y allait en calèche, ça prendrait une journée. C'est sûr que c'était... Voilà, exactement. Alors ici, on voit la locomotive à vapeur. Ah oui, on la voit telle qu'on l'a encore, cette image d'épinal de la locomotive. Exactement. Voilà. On l'a toujours. D'accord. Ici, le salon de coiffure. Ah oui, les ciseaux. Les ciseaux. Sur le côté, de part et d'autre, vous voyez le rasoir. Et alors, on parlait tout à l'heure des brasseries, on parlait des lieux de rencontre, alors première, deuxième, troisième classe. Je suis déjà venu à la gare de Metz. Je sais qu'il y a une de ces brasseries qui est devenue une librairie. Oui, absolument. À l'époque, il y avait une bibliothèque, je crois, aussi, dans la gare. Aussi. Désormais, donc, c'est une librairie, en tout cas pour ici. Derrière nous, c'est la shop, non? Alors derrière nous, c'est ce qu'on appelle la shop, mais c'était le buffet première classe. D'accord. Et pour le montrer aux voyageurs, et bien là aussi, regardez sur les chapiteaux, on avait différents symboles. Donc ici, sur ce chapiteau cubique, des feuilles de vigne, du raisin, un escargot. Effectivement. Ah oui, pourquoi l'escargot? C'est les champs. Voilà. D'accord. Petit clin d'œil à la nature. Ouais. Et puis de part et d'autre, ici vous voyez une femme, une serveuse, qui amène des bouteilles de vin dans un. Ah le rappel des raisins donc est là. Exactement. Et puis de l'autre côté, le serveur qui amène une pintade ou un faisan, enfin en tout cas une volaille. Bien fumante. Exactement. On fait un petit tour dans le luxe. Bien sûr. Ouais. Allez, c'est parti. Waouh! Ah oui, donc là quand même, c'est une plongée dans une autre époque quand même. On a quand même une salle qui est richement ornée avec des vitraux, avec ce superbe plafond en bois.
Regardez ici, à cet emplacement-là, se trouvait le comptoir et là aussi tout était relié aux caves qui se trouvaient au niveau inférieur. Donc on avait 2 caves pour la bière, mais on avait également plus de milliers de bouteilles de vin qui étaient conservées et puis de l'eau de Seltz qui venait directement aussi au comptoir. Metz, à cette époque, donc, est allemande depuis peu. Guillaume II va transformer énormément de choses. Quelle est la place de Metz dans l'Empire allemand ? Guillaume II, oui, est très intéressé à transformer la ville de Metz et elle va devenir un petit peu la vitrine de la grandeur de l'Empire allemand. Donc, dès la fin du XIXe siècle, Guillaume II souhaite démanteler les remparts. C'est vrai que la ville de Metz souffrait dans son corset de fortification. Les logements étaient très insalubres, elle manquait de place pour recevoir les nouveaux équipements dignes d'une ville du XIXe siècle. Et à partir de 1903, on a un plan d'urbanisation qui va être fait par Conrad Vahn, l'architecte municipal de la ville. Et donc qui va doubler la superficie de Metz, effectivement, en amenant aussi toute la modernité, donc le tramway, l'électricité, des innovations techniques telles que l'utilisation du béton armé, mais également du fer, du verre. Dans ces logements, on va avoir des sanitaires, on va avoir également l'utilisation du terrazzo. Vous savez, c'est ce sol un peu en granit que l'on retrouve dans beaucoup de couloirs ou de salles de bain dans les logements de la nouvelle ville ou du Sablon. Oui, Metz a un rôle très important et la gare, justement, montre aussi la puissance de l'Empire allemand, que ce soit au niveau industriel, économique, commercial, militaire. On continue la visite, je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres mystères à voir. Absolument. C'est parti. Décidément, cette salle des pas perdus et ses portes fermées réservent de nombreuses surprises. Ces salles accueillaient autrefois de nombreux voyageurs, messins, allemands ou français, européens, bref, un lieu de passage, aujourd'hui fermé au public. C'est le jeu du temps qui passe, mais tout de même, j'aurais adoré me rendre dans cette salle au début du XXe siècle. Allez, trêve de nostalgie, la visite continue et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Bon voilà, on ressort de la première classe donc. Et ici, il y a quand même une particularité dont je voulais vous parler, vous questionner, c'est ce toit qui est quand même assez particulier. Qui est surprenant. C'est vraiment une innovation technique de l'époque, de la construction de la gare, qui a d'ailleurs été brevetée à ce moment-là. Et on a effectivement une voûte en berceau qui est éclairée par des dalles transparentes. Et sur un côté de ces dalles, on a des côtés prismatiques qui permettent de réfléchir certains rayons du soleil. Donc ça permet d'amener effectivement de la luminosité dans la gare, mais d'éviter l'effet de serre, d'éviter que ce soit aussi... pour qu'il ne fasse pas trop chaud, donc on a dévié les rayons. Exactement, certains rayons du soleil. Donc ça permet d'apporter de la lumière, de la chaleur, mais pas trop quand même. C'est beau en plus. Et en plus, c'est beau. Et elles sont d'origine. Et alors, mon regard s'arrête ici. J'ai entendu qu'il y avait donc beaucoup de choses qui étaient sculptées avec ce qui correspondait était juste derrière. Ici, on a un chameau. Ça ne veut quand même pas dire qu'on vendait des chameaux ici. Pourquoi pas. Peut-être un caravansérail derrière. Pourquoi un chameau? Alors effectivement, on en a même 2. Regardez, Tim. Regardez, ah oui, 2 chameaux, on a 2. On voit même cette personne, ce nomade devant qui est en train de tenir d'emmener cette caravane. Alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier, effectivement. Oui. Les chameaux à Metz, je vous rassure, on n'en a jamais eu. Mais là aussi, c'était l'évocation d'un moyen de transport. On l'a vu avec les paquebots, les trains, le bateau à voile, la locomotive, etc. Alors, un moyen de transport, mais surtout une évocation du chemin de fer que Guillaume II a construit, qu'on appelait la Bagdad-Bahn, et qui reliait Constantinople de l'époque jusqu'à Bagdad. Donc c'est aussi un moyen pour Guillaume II de promouvoir son empire. De promouvoir, colonial. Exactement, de vouloir promouvoir cet empire et puis de montrer sa volonté de ce qu'il appelait la Weltpolitik, d'avoir une politique justement colonialiste à l'image des Français et des Anglais. Plus Sophie m'en apprend sur cette gare, plus je me rends compte combien toutes ces décorations sculptées constituent un véritable témoignage de l'époque de la construction.
Un témoignage sous forme de jeu de piste, grâce notamment à tous ces bas-reliefs. Ici, celui-ci qui est très amusant, on voit cette famille qui est probablement sur le quai, et puis on voit ce monsieur qui met, oui, voilà, qui et puis qui regarde les voyageurs arriver et qui pointe du doigt probablement un membre de sa famille, un ami qu'il est venu chercher. De l'autre côté également, c'est ce jeune couple, probablement. Mais ce on jeune n'en finit pas d'en découvrir Non, des il y en a sculptures partout. Il faut être très attentif, on en a partout. Des jeunes mariés sans doute. Oui, on voit la couronne de fleurs. Ouais, dans les en cheveux. voyage de noces. Et puis de l'autre côté aussi une sculpture que j'aime bien montrer. C'est ce père et ce fils qui se retrouvent à une poignée de main, la main sur l'épaule. Et puis Le baiser russe. Ce baiser, voilà. Après. Elle le mérite, ce titre de plus belle gare de France. Absolument. Je mets au défi n'importe quelle gare de nous montrer autant de secrets. Voilà, exactement. Dans le cahier des charges de l'architecte pour la construction de cette gare, il y avait également la mention de salon privé réservé à l'empereur et à ses invités. Considérons que nous sommes attendus par Sa Majesté impériale, puisque c'est bien dans ces salons que nous nous rendons maintenant, en passant par les quais. Après tout, il est tout de même normal d'aller voir les trains, puisque c'est bien dans une gare que nous nous trouvons. Et en voyant ces voyageurs quitter cette belle ville de Metz, on se dit quand même qu'ils vont nous manquer. Retrouvons maintenant tout notre sérieux. Derrière nous, cette porte au lion, et grâce à elle, nous allons pénétrer chez l'empereur, en tout cas dans ses salons privés. Donc, on vient d'entrer par la porte, je ferme quand même. Par le quai numéro 1, tu as vu, l'empereur avait un accès direct lorsqu'il arrivait ici à Metz, en gare de Metz, du quai numéro 1, hop, il arrivait directement dans ses appartements. Alors ces appartements qui n'ont jamais été ses appartements, il n'a pas. Oui, c'était des salons. Oui, enfin c'était des salons de réception. Il pouvait peut-être faire un brin de toilette ici, mais il avait d'autres demeures bien plus impériales que. J'imagine. Il dormait où d'ailleurs quand il venait Alors à notamment au palais du gouverneur à Metz, qui avait été construit au début du siècle également pour être la résidence du gouverneur du 16e corps d'armée, le comte von Essler. Oui. Et puis il avait également à Urville un château, un pavillon de chasse qui avait été fait pour lui. Et ici, c'est magnifique. J'ai bien écouté ce que tu viens de me dire, mais quand je vois tout ça, je suis bouche bée. On a des vitraux, on a de nouveau des sculptures sur les chapiteaux. Absolument. Alors, c'est quoi? C'est la chasse qui est représentée? Alors là, on peut voir la chasse. On voit un sanglier ici, un cerf de l'autre côté, l'apanage de l'empereur. Voilà, un signe ostentatoire. Et puis on sait que Guillaume II aimait beaucoup la chasse. Et c'était un cavalier hors pair. Hors pair. Pourtant, il avait un handicap, Guillaume II. Il avait un bras qui était un petit peu atrophié. Atrophié, qu'il cachait d'ailleurs. Et malgré ça, il a réussi à devenir un super cavalier. Voilà, absolument. Pourquoi il avait de la volonté. Ces salons de l'empereur sont évidemment majestueux. Cette décoration rehaussée de feuilles d'or, de frises et de bas-reliefs sont déjà superbes, mais le plus beau reste encore à venir. Ah oui, là on arrive vraiment dans un salon impérial. Voilà, on voit un salon qui est quand même impressionnant de par sa taille, de par sa hauteur, et puis avec ce superbe vitrail qui représente Charlemagne. Exactement. Charlemagne trônant dans la chapelle palatine, la chapelle d'Aix. On le voit tenant le globe terrestre, son épée dans le fourreau. On voit des lions à ses pieds, donc symbole du pouvoir. Un vitrail exceptionnel de Charlemagne, roi des Francs et empereur d'Occident, qui s'ancre parfaitement dans ces 350 mètres carrés de salon luxueux. Et en s'approchant d'un peu plus près, il y a encore d'autres choses à nous révéler, notamment sur sa conception. Ici, de part et d'autre, du verre également mécanique, des verres avec différentes formes.
Donc ça, c'est vraiment typique de ce qu'on retrouve à cette époque. Alors en face de ce vitrail de Charlemagne, on a un emplacement qui est vide aujourd'hui. Effectivement, il n'y a plus rien. Eh ben non, on avait l'aigle impérial qui se trouvait là. Et évidemment, en 1918, lorsque Metz retourne à la France, eh bien, on enlève tous les signes ostentatoires de l'Empire. Alors Charlemagne, il reste en place. Pourquoi? Parce que Charlemagne, c'est un ancêtre commun. Aussi bien commun, voilà, aussi ici bien à Metz. Et exactement. En découvrant ces salons de l'empereur, je suis pris d'une envie soudaine d'aller saluer au balcon de représentation. Tu crois qu'on peut? Madame l'impératrice, après vous. Il n'y a pas foule, mais qu'importe, ça fait plaisir. Oui, n'oublie pas de sourire. Ouais. Important. C'est chose faite. C'était pas très grand, finalement. Ben non, c'est vrai qu'il y a la poste qui bouche un petit peu, la vie. Ouais. Mais bon, si les gens se réunissaient, ça pouvait du coup faire un effet de foule masse. et de masse. Bon bah voilà. Et oui, voilà, une dernière petite salutation à la foule, même si personne ne nous voit. Il nous reste encore une partie des salons à découvrir. Et pour ce faire, nous passons par cet escalier monumental, paré de marbre. Au-dessus de nous, un bas-relief rend hommage à la porte des Allemands de Metz. Vestige du Moyen-Âge, que les autorités germaniques vont même reconstruire en partie à la fin du XIXe siècle. Et au-dessus de ce bas-relief, 2 lions d'or, en référence à la grandeur du royaume de Mycène, dont 2 grands vestiges ont été découverts au XIXe siècle par des archéologues allemands. Rien n'est trop beau pour l'empereur. Pour l'empereur, exactement. Ah bah, on fait bien de dire ça, ce salon, magnifique. Alors là, c'est le vestibule, c'est plutôt l'entrée, puisqu'on avait une entrée qui donnait sur la place directement. Donc les visiteurs arrivaient probablement par cette entrée. Alors effectivement, regarde, quand tu arrives ici et que tu vois cet escalier monumental, c'est voilà. Ça en impose. Ça en impose quand même, ouais, avant d'arriver justement sur le salon, dit salon de Charlemagne. Cette fameuse porte qui permettait aux privilégiés de rejoindre l'empereur, la voici. La visite touche bientôt à sa fin, mais il reste un petit lieu à vous faire découvrir qu'exceptionnellement nous pouvons filmer grâce à l'autorisation de SNCF Gare et Connexion. Pour cela, nous nous dirigeons sous les bâtiments administratifs. Et alors là, donc, on pénètre. Où? Dites-nous tout. Où est-ce qu'on est? Oui, on est effectivement dans des locaux, à la base des locaux techniques, dans les souterrains de la gare. Et puis on voit que ces locaux ont servi d'abri pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, Tim, venez par ici. Pardon, je m'égare. Voilà. Là, souvenir des alertes de 1940. Guerre de 39-40. On en trouve également ici. Ah oui, effectivement, qui est dessinée. Et puis de l'autre côté également, on peut voir le visage. Ah oui, je le vois. Voilà, un visage très enfantin. On voit que c'est les enfants qui ont oui, dessiné. Enfin, on devine en tout cas. Oui. Alors on dit aussi que les souterrains de la gare de Metz sont servis de geôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Jean Moulin, le décès en fait a été enregistré ici à Metz. Il n'est probablement pas mort en gare de Metz, mais dans le trajet qui le menait de Paris à Berlin. Il avait été torturé à Lyon et il est mort de ses blessures sur le trajet, donc tout près en tout cas de la ville de Metz. Jean Moulin, héros de la résistance française, n'est donc pas mort à Metz. Mais l'enregistrement de sa mort non loin de la ville est aujourd'hui rattaché de près à la gare, puisque dans le grand hall des voyageurs, une plaque commémorative lui rend hommage. Construite au début du XXe siècle par les Allemands, cette gare de Metz, élue 3 fois plus belle gare de France, nous a livré de nombreux secrets, aujourd'hui oubliés, mais fort heureusement mis en avant par les guides tels que Sophie Delange. Impossible évidemment de tout dire en une seule émission sur cet édifice majestueux et gigantesque. Et pourtant, au travers de cette visite,
Ces secrets et les découvertes n'auront jamais fini de se succéder. Indéniablement, la gare de Metz, par son histoire et ses nombreuses symboliques décoratives, mérite bien son titre de plus belle gare de France. Merci beaucoup Sophie de nous avoir accompagnés tout au long de cette visite et de nous avoir éclairés. C'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au cœur de la Moselle, bien sûr. Eh ben effectivement, elle est magnifique cette gare. Et elle réserve encore bien des surprises. Notamment l'année prochaine, je suppose, avec le Pour la 4e année, Voilà. pour une 4e fois. 4e étoile. Il devrait faire finalement un concours. Quelle est la 2e plus belle gare de France? Oui, c'est vrai que Parce là, qu'on sait que la première, c'est Metz. c'est forcément Metz. Tim Girard vous a emmené à la découverte de l'histoire mosellane avec Moselle Attractivité. Retrouvez cette émission sur notre site internet moselle.tv.